Joe Farmer, samedi à 13h31. RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous quotidien de Radio Foot International. Vous en avez l'habitude sur RFI, bien sûr. Et à 7h, nous parlerons donc ballon rond et commencerons par Mohamed Salah, star africaine du prochain mondial. Hier, les Pharaons se sont qualifiés pour rejoindre le Maroc et la Tunisie en Amérique. Une 4e qualification à une Coupe du Monde pour l'Égypte. Les Baréas, bien partis pour les barrages, leur victoire hier leur permet d'espérer poursuivre l'aventure vers le prochain mondial face à des Comores qui, décidément, ont un problème récurrent de gardien. Le Ghana et ses Black Stars, eux, y sont presque. Demain, une première tendance dans le groupe C très disputé, 2 places pour 3, qui finira premier et deuxième entre le Bénin, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Et puis demain toujours, Ivoiriens et Sénégalais pourraient confirmer leur place de leader alors que Gabonais et Congolais sont en embuscade. Et puis nous évoquerons les Bleus prêts à affronter vendredi soir au Parc des Princes l'Azerbaïdjan, une sélection qui n'a jamais disputé une compétition en phase finale et internationale, une sélection qui se cherche encore. Ceux qui ne se cherchent pas, c'est Kylian Mbappé et Jean-Philippe Mateta dont nous parlerons. Et puis nous évoquerons la qualification des jeunes de moins de 20 ans, des Bleuets, là-bas du côté du Chili pour un quart de finale. Bonjour Dominique Sévrac. Bonjour Annie, bonjour à tous. Vous êtes en bleu, vous suivez les Bleus, c'est la symphonie du bleu. C'est tout à fait, et en même temps on va parler de mon joueur préféré au monde, que Mohamed Salah, donc tout va bien. Tout va bien, bon alors c'est parfait. Patrick Juillard aura de quoi rajouter quelques petits détails. Bonjour Patrick. Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous, heureux d'être parmi vous. Très heureux, et puis Ludovic Duchesne est là aussi. Bonjour Ludo. Hello Annie, bonjour. Tout va bien ouais, super. M'ont aidé à préparer l'émission David et David. Ah oui, c'est bien, forts. c'est un duo. Alors il y a David Finzel. Ouais. C'est comme Brigitte et Brigitte, c'est ça. Alors David et David, c'est David Finzel et David Brockway. Radio Foot, c'est parti. Grand danger. Mohamed Salah lancé. Mohamed Salah. لسه تسال رد علينا صلاح. مروان طويلة جميلة خطيرة صلاح بكرة الله. L'inspiration sublime du capitaine Mohamed Salah, toute la classe. Et oui, Dominique, le pharaon des pharaons sera bien en Amérique. Son doublé, donc, a contribué à la tranquille victoire 3-0 de l'Égypte à Djibouti. Il s'agit de la 4e qualification à une phase finale de mondial pour les Égyptiens. Alors, il y a bien longtemps, ils participèrent de la 2e en 1934, ensuite en 1990, et puis la dernière fois, on s'en souvient, c'était en Russie en 2018. On s'en souvient parce que Mo Salah était arrivé blessé. On se souvient d'une clé de bras dans une finale de Ligue des Champions. On peut pas dire ça, Annie. Pensez à Sergio Ramos, quand même. Oui, qui avait pas pris de carton rouge. Et puis, il avait Pas aussi... il avait peu apprécié, Mohamed Salah, d'être pris sur le fait d'être citoyen d'honneur en Tchétchénie, de Tchétchénie, où était basée sa sélection par le président Kadyrov. En tout cas, heureusement, la campagne de Russie qui s'était quand même terminée pour eux avec 0 points en 3 matchs, c'est Mohamed Salah qui avait inscrit les 2 seuls buts égyptiens inscrits donc durant cette Coupe du Monde. Alors cette fois, on va quand même lui souhaiter une bien meilleure chance, vu qu'on n'a pas encore les tirages au sort, on peut l'espérer. Il est devenu, en tout cas, avec ce doublé, Patrick Juillard, le meilleur buteur des éliminatoires africaines, en passant Drogba et Slimani, qui avaient 18 buts, et Samuel Eto'o, qui en avait 17. Ouais, ça montre l'importance de Salah pour cette équipe. C'est-à-dire que hier, sur un match, 20 buts, il est. Joué un petit peu sur un train disons, assez tranquille, parce qu'ils n'avaient pas besoin d'en faire beaucoup pour surpasser complètement les Djiboutiens. Il s'est débrouillé pour mettre un but qui, à mon avis, va rester dans les mémoires. Cette frappe lobée magnifique, le 3e but qui clôt un peu le score.
ça reste, à mon avis, un but symbole. C'est le but qui fait qu'ils ne seront jamais rejoints et que la Coupe du Monde est définitivement à eux. Alors qu'en club, en ce moment, il est un petit peu dans le dur et voire même un peu critiqué, ce qui ne lui était jamais arrivé. Donc, il se sert aussi de la sélection pour se refaire un petit peu. Donc, il y a que du bénéfice pour lui. En même temps, Dominique, alors honneur à Salah, le pharaon des pharaons, mais on joue de plus en plus de matchs dans ces éliminatoires. C'est-à-dire que là, sa sélection en dispute 10. Auparavant, on en disputait beaucoup moins. Oui, mais ça montre quand même encore sa force, Annie, parce que moi, j'ai pas le DEPF, je suis pas entraîneur de football, mais a priori, je rencontre l'Égypte de Salah, je me dis, je vais le surveiller quand même. Et le gars, il réussit quand même encore à marquer un doublé, dont, comme le dit Patrick, un sublime but, parce qu'il se démarque bien, il a le temps de lober, et c'est magnifique. Mais on peut dire, oui, non, parce qu'en fait, ça, à part cette saison-là où c'est un peu compliqué, Liverpool sort de 3 matchs de suite, 3 défaites de suite, mais il le fait aussi tout le temps en championnat, ça, de surprendre ses adversaires, alors qu'on connaît son talent, on connaît sa spéciale, comment il va rentrer sur son pied gauche, comment il se démarque, et il continue à le faire. Donc ça veut dire qu'il a quand même un talent au-dessus de la moyenne encore, et qu'il est 5e au Ballon d'Or récemment, qui ça consacre un peu pour moi son génie. Donc oui, il y a plus de matchs. Mais il a été meilleur joueur africain plusieurs fois sur le continent. Ok, il y a plus de matchs et tout le monde en bénéficie. Tout à l'heure, on va parler de l'équipe de France. Kylian Mbappé, il est pas loin du record de Giroud. Tout le monde en bénéficie. Mais quand vous continuez à marquer, c'est aussi parce que votre talent continue à s'exercer, quoi. C'est pas que parce qu'il y a plus de matchs. Ludovic, alors après, évidemment, quand je disais que c'était lui qui avait marqué les 2 seuls buts en Russie pour le compte de l'Égypte, on se demande que valent les pharaons qui sont autour de lui, parce que c'est ça sans doute aussi le plus important. Moi, j'étais étonné de voir que finalement, c'est seulement la 4e Coupe du Monde. Pour l'Égypte, ça veut dire qu'ils sont quand même souvent passés à côté. Et alors que sur le plan continental, sur le continent africain, ils détiennent toujours le record de la victoire en CAN. Mais ça veut dire que, et encore aujourd'hui, plus que jamais, l'Égypte sans Salah, c'est pas du tout la même histoire. Donc, c'est pas la même Salah 2, voilà. Pour faire un peu excellent. Vous êtes assis sur le siège de Nabil Djellit, attention. C'est un hommage Nicolas Villas. Il a laissé quelques blagues. Voilà, il en laisse toujours 2-3. Non, voilà, donc effectivement, après c'est vrai que c'est plus compliqué à Liverpool, il devait partir, il est resté. Ouais. On sent qu'ils ont pris des joueurs, ils ont énormément investi. Peut-être qu'il se sent plus vraiment seul dans cette équipe, seul star de ce club. Il se sent aussi très seul, sans doute, depuis la disparition de Diogo Jota. On avait vu en début de saison que ça l'avait beaucoup impacté, mais il y a les conséquences au sein d'un vestiaire. Non, puis il a 33 ans, donc je pense que trop, c'est ce qu'on s'est demandé avec l'élargissement de la Coupe du Monde, je pense que c'est bien de voir les meilleurs joueurs, dont Mo Salah, évidemment. En tout cas, Patrick, c'est une campagne extraordinaire quand même pour cette équipe d'Égypte, parce que pour l'instant, on en est à 7 victoires et 2 nuls. Donc, ils sont invaincus. Ils pourraient terminer invaincus. Ils le sont en ce moment. C'est même probable. Après, moi qui ai vu quelques-uns de leurs matchs, c'est pas exceptionnel. Le contenu, c'est pas. Par rapport aux adversaires, évidemment. Oui, c'est-à-dire que est-ce que l'équipe se contente de peu en se disant on n'a pas besoin de forcer pour gagner, ou est-ce que a-t-elle ou non de la marge? C'est ça ma question. Et ça, à mon avis, on ne le saura que dans une phase finale, l'an prochain à la CAN et évidemment Patrick, à la Coupe du Monde. On l'a vu un peu à la dernière CAN où ça a été quand même très décevant de la part de l'Égypte. Donc la question reste posée. Donc on peut vraiment se la poser, parce que si c'est pour aller à la Coupe du Monde et encore une fois disparaître rapidement, à un moment donné, on attend plus quand même de l'Égypte. C'est-à-dire que non seulement en 2018, ils avaient non seulement disparu rapidement, mais en plus ils n'avaient pas pris un point dans un groupe où il y avait l'Arabie Saoudite, par exemple, qui est a priori à leur portée. Oui, voilà. Donc, normalement, l'Égypte a de quoi faire le contraire, battre l'Arabie Saoudite. Là, il n'y était pas arrivé, donc c'était pas très probant, quoi. Mais on en revient à ce que vous disiez, Annie, c'est-à-dire que le calendrier va pas favoriser un garçon comme Mohamed Salah, parce qu'il y a plus de matchs en Ligue des Champions, il y aura plus de matchs à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que les joueurs, je pense. Et puis il y aura la CAN. Voilà, il y a la CAN. Moi, je pense qu'on va avoir une Coupe du Monde très faible, techniquement, comme on a vu un Euro 2024 très faible, avec la seule Espagne qui était sympa à voir, et encore, il y avait quand même des failles, mais sinon. Avec des mecs sur les rotules. Avec des
mecs sur les rotules. Donc moi, je pense que Mohamed Salah, comme l'a dit Ludo, il a 33 ans. S'ils sont pas blessés. Il était déjà remplaçant dans le match de Ligue des Champions qu'ils ont perdu la semaine dernière. Il était remplaçant parce qu'il fallait aller jouer à Chelsea le week-end d'après. Donc Slot a dit bon on va le ménager un peu. Et on va le mettre titulaire sur le match de championnat. Donc c'est ça qui m'inquiète, c'est que non seulement les Pharaons, c'est pas forcément une très très grande équipe, mais leurs meilleurs joueurs risquent d'arriver complètement rincés parce qu'ils vont jouer le championnat, ils vont jouer avec des champions. Ça, c'est compliqué. Dans ce groupe, le Burkina Faso a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'ils l'ont emporté en Sierra Leone sur le score de 1-0. Pour l'instant, ils sont deuxième, mais est-ce qu'avec 18 ou plus de points, leur prochain match, ça sera face à l'Éthiopie, chez eux, enfin en tout cas officiellement chez eux. On verra si ils arrivent à être meilleurs deuxième. Dans le groupe I, la très bonne opération des Bareas en s'imposant hier face aux Comores, la sélection de Madagascar. Les ébus. Oui. Voilà. Ça, c'est. Mais les Bareas, ce sont des ébus. On les appelle les Bareas. Il y a des chansons, il y a des refrains. Depuis le temps qu'on suit Madagascar, maintenant on en a pris l'habitude. Alors que les Comores, eux, c'est laissé la cante, n'est-ce pas? Et la sélection de Madagascar a repoussé les insulaires et les Maliens, surtout à une 3e place éliminatoire, mais surtout, donc, ils ne pourront plus les concurrencer. Il y a encore, en tout cas, de grandes chances d'être parmi les meilleurs deuxièmes, et c'est ce que dit leur sélectionneur, l'expérimenté Corentin Martins, qui est fier de son groupe et de leur comportement. Depuis le mois de mars où je suis arrivé, avec le staff, on essaye de leur faire rentrer dans la tête que nous aussi, on veut la Coupe du Monde. Il y a un état d'esprit, un comportement à avoir sur le terrain et les joueurs ont mérité largement cette 2e place aujourd'hui. On est tous heureux, on est tous fiers en tout cas des résultats, fiers des points obtenus et fiers pour le peuple malgache aussi, qui ronge son frein parce qu'il ne voit pas jouer au pays et c'est vrai que ça, c'est une déception pour moi de ne pas avoir pu jouer chez nous. Donc, c'est encore une contrainte et une difficulté supplémentaire. Corentin Martins au micro de notre correspondant Yoann Gourlet, parce que ça se jouait à Abidjan sous une pluie diluvienne. Alors il le dit, ils ont adopté cette mentalité de mondialiste. Ce qui s'est passé quand même du côté des Comores, on se souvient de cette scène absolument incroyable à la CAN de... avec ce gardien ou Cameroun, de ce gardien qui avait été suspendu et qui du coup est remplacé par un défenseur, exactement, et qui s'en était très bien sorti. Et là, le gardien a aussi été sorti et expulsé. Oui, et ils en ont pâti puisqu'on a vu des approximations, pour être poli, des erreurs, même un arrêt derrière la ligne, c'est-à-dire que le gardien était sur le ballon, mais malheureusement il avait déjà franchi la ligne, ce qui est un peu dommage. Mais au-delà de ça, pour une faute. On prend tous les matchs qu'elle a joués, elle n'en a gagné qu'un contre le Tchad, une équipe assez faible, et en plus ce jour-là le Tchad était sans beaucoup de cadres. Et elle ne gagne plus un match. Et ça va assez mal. On ne sait pas vraiment. Il y a peut-être quelque chose qui s'est brisé. Il y a eu peut-être un excès de confiance à un moment. Ils se sont peut-être vus trop beaux. Donc, quelque chose est cassé dans cette équipe. Madagascar a su en profiter. Et au contraire, là, on voit une équipe en pleine renaissance. Il y a une bonne émulation entre les joueurs basés en Europe, comme Rae Rieniana, qui a marqué le 2e but, qui joue à Valenciennes. Je pense que même que je ne l'ai pas si bien prononcé, mais enfin, j'ai pas buté. On comprend, Patrick, comprend. Quand on dit Eric Rabé, et des joueurs locaux, parce que rappelons quand même que le Madagascar était en finale du CHAN également. Donc ça travaille quand même dans ce pays, sur la détection des joueurs. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment une équipe malgache. Celle de 2019, qui avait fait des merveilles à la CAN, était basée en partie sur des joueurs réunionnais naturalisés malgaches. Là, ce sont des joueurs vraiment... l'idée n'est pas de dire qu'il y a des vrais et des faux malgaches, mais là, c'est vraiment des joueurs formés localement ou dans un climat très partis particulier. Jouer en Europe, quoi. C'est autre chose. Et c'est un groupe très homogène, puisque même avec 19 points là, ils sont quand même pas sûrs de finir 2e. Il faudra aller au Mali. Ils sont pas mal partis quand même. Oui. Pas mal partis. Ils vont jouer à Bamako et alors le Mali, lui, n'a plus aucune chance, mais par contre jouera pour la première fois à Bamako depuis bien longtemps. Ouais, et donc puis le Mali est plutôt en forme. C'est pour ça que c'est pas gagné. Ils ont raté leur début d'éliminatoire. Ils ont fait n'importe quoi au début, un peu comme le Nigeria dans un autre groupe, mais ils se sont bien repris et ils sont amenés notamment par un excellent Kamori Doumbia qui
qui marque but sur but, qui a fait un doublé hier, et donc ça sera pas simple du tout pour les Barea à Bamako. En tout cas, dans ce groupe, il y avait le Ghana, et il leur manque pas grand-chose. Presque rien, c'est-à-dire il faut qu'ils évitent de perdre 5-0. Et oui, voilà, donc ça serait... ça va aller. Ils sont à 99,9% en phase finale. Alors demain, on a des grandes affiches pour de grands enjeux avec ce fameux groupe C où des décisions sur tapis vert ont rebattu les cartes. Ouais. Le Bénin est premier du groupe, l'Afrique du Sud est deuxième mais à égalité de points et le Nigeria n'a pas dit son dernier mot. Demain, match à Kigali donc pour le Bénin. L'Afrique du Sud reçoit le Zimbabwe alors qu'elle aurait dû aller jouer là-bas, donc elle joue encore une fois à domicile. Patrick Juillard, selon vous, qui va finir premier dans ce groupe ? Eh bien, j'ai bien peur, malgré tout, malgré comme vous l'avez dit, que les cartes aient été rebattues, que ce soit l'Afrique du Sud. Quand même l'Afrique du Sud, malgré sa perte de points. Parce que dans ce groupe, c'est l'équipe qui, à mon avis, collectivement... Il y a les aussi. Voilà, ceux-là sont à mon avis condamnés déjà à jouer les seconds rôles. Déjà, oui. Mais l'Afrique du Sud, c'est l'équipe qui a sans doute le plus de certitude collectivement. C'est une équipe qui reste sur une excellente CAN. Elle a terminé à la 3e place. Et je pense qu'elle a en plus l'avantage, et ça c'est un peu une anomalie de ces dernières journées, elle joue 2 matchs à domicile alors qu'elle aurait dû jouer au Zimbabwe, mais pareil, comme le terrain du Zimbabwe est suspendu, elle va recevoir le Zimbabwe. La CAF devrait, dans ces cas-là, imposer un terrain neutre. Après, Patrick, s'il continue de faire jouer des joueurs suspendus, peut-être que le Bénin peut quand même aller à la Coupe du Monde. Absolument. Attention. Le Bénin, déjà, à Kigali, ça va pas être simple, même si, a priori, le Bénin a les moyens de battre le Rwanda, mais ça sera pas simple. Il y a des absents, en plus, dont Junior Olaitan, qui est un petit peu le joueur créatif du milieu de terrain offensif béninois, donc ça va pas être facile. Non, c'est ce qu'avait dit Gernot Rohr d'ailleurs. Mais je sais que Gernot Rohr, avec lui, l'équipe sera au rendez-vous. Ils vont pas lâcher l'affaire. Dans ce groupe, Ludo, ce qu'on peut se dire, c'est on voit il y a le Nigeria, quoi, et on se dit mais mon Dieu, le Nigeria. Alors il pourrait encore éventuellement se rapprocher, mais il faudrait marquer beaucoup de points. Là, eux, ils jouent face aux Lesotho, ce qui devrait être, et après ils joueront le Bénin. Mais c'est pour ça que ça peut faire. Je partage ce qu'a dit Patrick, c'est-à-dire que je pense que l'Afrique du Sud, malgré la première. Alors après, c'est le grand suspense de la 2e place. Malgré sa grossière erreur administrative, va quand même s'en sortir. Ils ont des références. Et ils ont du talent. Ils ont du talent. Ils ont presque l'habitude de passer dans toutes les compétitions. Donc. Et 7 matchs sur 10 joués à domicile. 3e de la dernière CAN, je crois. Ouais, exact. Donc voilà, c'est une sélection avec Hugo Bross, qui joue, qui en plus il connaît par cœur, qui joue souvent le même football avec les mêmes joueurs. Il y a un noyau dur, c'est les joueurs des Mamelodi Sundowns, c'est très stable. Il y a une équipe type, il y a un schéma type, tout ça est bien huilé en fait. Donc le Nigeria, au contraire, c'est très instable. Le Bénin, c'est une équipe en émergence, mais c'est une équipe jeune qui a moins de réservoir de joueurs. Donc j'ai peur, malheureusement, j'aurais bien aimé. Enfin, moi, mon cœur bat plutôt pour le Bénin, vous l'avez compris. Mais peut-être seront-ils mais ce serait beau qu'ils soient dans les meilleurs deuxièmes parce que ça donnerait assez. C'est le Nigeria qui a déjoué, c'est vraiment le Nigeria. Le Nigeria, sur les 4 premières journées, ils n'ont pas gagné un match. Donc, à un moment. Il y aura aussi la Côte d'Ivoire qui jouera. Alors là, on va parler des gros qui sont archi favoris et qu'on attend. Ils sont leaders de leur groupe. Le suspense est énorme. Mais il y a du suspense parce que s'ils se sont hissés en tête de leur groupe, eh bien, il faut qu'ils continuent dans la logique. La Côte d'Ivoire jouera aux Seychelles, tandis que le Gabon, qui est à un point derrière, se déplacera en Gambie. Et alors, je voulais joindre ça finalement avec le Sénégal qui jouera au Soudan du Sud et la RDC qui jouera au Togo. Et là, ces 2 équipes sont séparées par 2 points. Pourquoi ? Parce que quand il y a eu les matchs aller-retour, finalement, quand même, les gros se sont le plus imposés. La Côte d'Ivoire, tenante du titre, logiquement, devrait... Attention quand même au Kenya. Bon, aux Seychelles, ça devrait quand même... Il n'y aura pas de souci. Ils sont pas flamboyants, les Ivoiriens, depuis leur titre. C'est pour ça. Après, je pense que contre le Kenya, ils joueront leur finale là. Après, le Sénégal, je pense qu'ils ont fait le plus dur en gagnant en RDC. Je pense qu'ils vont dérouler. Je pense qu'ils ont aussi une vraie culture de la victoire, etc. avec Papio. Ils jouent au Soudan du Sud et après la Mauritanie. Et après la Mauritanie. Chez eux. Mauritanie qui est éliminée. Donc, pour moi, je vais dans le sens de Ludovic. Le Sénégal, pour moi, sera qualifié et a fait le plus dur et ne va pas flancher. Non, et a impressionné en plus dans ce match face à la RDC à Kinshasa. Clairement. Leur mental et leur qualité. Donc, c'était vraiment un match
costaud, comme on dit. La Côte d'Ivoire, je suis d'accord avec vous, c'est une défense hyper hermétique. Il y a 8 matchs sans but, il y a 8 clean sheets, enfin 8 matchs sans but encaissé depuis le début, mais c'est pas flamboyant dans le jeu, c'est souvent étriqué. Ils ont du mal un peu à séduire. Je trouve pas ça, je pense que le Exactement. Surtout que la Gambie, en fait, le match contre la Gambie se jouera au Kenya, puisque la Gambie ne peut pas recevoir. Et donc là, ça joue vraiment sur un terrain neutre. Donc, et ensuite, le Gabon reçoit le Burundi. Donc ça devrait être possible de faire 6 points pour le Gabon, et tout dépendra de savoir si la Côte d'Ivoire... Bon, aux Seychelles, il n'y aura pas de miracle pour les Seychelles, mais sur le dernier match contre le Kenya, on ne sait jamais. Ça peut... On verra si la logique s'impose. En tout cas, évidemment, RFI est partout. Grâce à ses correspondants sur le terrain, le service des sports et Radio Foot, on est aux aguets et à l'affût des résultats. Et mardi soir, eh bien, nous clorons ces éliminatoires, ces 10 journées par une émission spéciale le soir.